Voilà, donc ce soir, c'est une petite réunion d'information, pas de formation, mais plutôt d'information sur l'eau de pluie. Donc pourquoi l'eau de pluie et puis que faut-il savoir sur les installations d'eau de pluie? Parce que c'est vrai qu'en tant que professionnel, moi j'ai fait 2 fois la formation eau de pluie, puis quand j'allais sur le terrain, je me suis rendu compte que rien n'est respecté, et puis que plus de 90% des installations d'eau de pluie sont mal réalisées, et dans certains cas dangereuses. Parce qu'il faut bien prendre conscience que l'eau de pluie peut être dangereuse. Donc quand on parle avec les anciens, ils disent « Ouais, mais moi, mes parents, mes grands-parents, ils ont tous bu de l'eau de pluie, il n'y avait pas de problème. » Sauf qu'à l'époque, quand quelqu'un mourait, on l'enterrait, on ne faisait pas d'analyse, on ne savait pas de quoi il mourait. Donc il y en a qui sont morts d'avoir bu de l'eau de pluie, même à l'époque. Elle transmet la maladie durale, elle transmet plein de choses de ce style-là. Donc il faut vraiment faire attention. Je dis aux gens, le risque de mourir en buvant de l'eau de pluie, c'est ni plus ni moins que de jouer à la roulette russe avec un barillet où il y a 1000 balles, enfin 1000 langements de balles, et on n'en met qu'une dedans. Moi, avec un pistolet comme ça, je ne joue pas à la roulette russe. L'eau de pluie, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup plus de risques que ça, mais est-ce qu'on prend le risque ou pas? Je pense qu'il faut faire quand même attention. Donc c'est pour ça qu'il y a une réglementation, ce n'est pas que pour ça qu'il y a une réglementation, mais il y a une réglementation qui est relativement stricte et qui fait que les installations d'eau de pluie ne sont pas forcément amortissables. Donc pourquoi de l'eau de pluie? Généralement, c'est pour faire des économies en premier lieu, et puis en second lieu, avoir un geste plutôt écologique. Il faudrait plutôt faire le contraire, mettre le geste écologique devant le fait de chercher une économie d'eau. Puisqu'en fait, pour économiser de l'eau, on peut très largement le faire en installant des économiseurs d'eau, en gérant son eau différemment, et puis en gérant surtout sa consommation. Parce qu'il faut savoir que la consommation d'un être humain par jour en eau, c'est environ 5 mètres cubes. Alors ça comprend l'eau utilisée pour fabriquer les produits qu'on utilise, des smartphones, etc. Notre consommation complète, en mangeant de la viande, en consommant des produits, etc., c'est environ 5 mètres cubes d'eau par jour. Donc avant même de fermer le robinet quand on se lave les dents, il faut déjà penser à notre consommation au niveau produit. Donc encore une fois, l'eau de pluie, c'est toute une réflexion à avoir. C'est quelle est l'installation, quels sont les volumes d'eau que l'on peut récupérer, quels sont les volumes d'eau que l'on peut stocker, c'est comment on aborde l'installation, où est-ce que l'on peut mettre les citernes, comment on la filtre, jusqu'où on va. Donc voilà, donc quelqu'un qui a un jardin, il met simplement une citerne de récupération après sa descente de chez nous, et puis ça va faire l'affaire. Et puis ça sera amortissable. Les gens qui veulent se lancer dans des grosses installations de récupération d'eau de pluie, faut bien regarder ce que l'on veut en faire, et puis ce que la réglementation nous autorise de faire. Alors la première des choses qu'il faut prendre en compte, c'est que dans certains lotissements, il y a des obligations de mettre des citernes pour gérer les trop gros débits d'eau pluviale qui arrivent à l'instant T. Aujourd'hui, c'est de plus en plus fréquent, hein, on a des averses qui sont plus violentes, et puis ça sature les réseaux d'eau de pluie. Donc ils obligent des bâches tampons. Alors une bâche tampon, c'est absolument pas un réservoir de récupération d'eau de pluie. Un réservoir de récupération d'eau de pluie, il a l'alimentation de la citerne et la sortie de la citerne du même diamètre et quasiment à la même hauteur. L'entrée et puis la sortie est à peine plus basse que l'entrée, mais on est quasiment à la même hauteur. Une bâche tampon, elle a l'entrée en haut, une évacuation en haut aussi, mais un petit diamètre en bas. Ce qui permet, quand il y a un gros orage, que la citerne se remplisse, et puis après, elle descend gentiment pour réguler les flux de l'eau de pluie. Donc ça, c'est pour maîtriser les débits au niveau des réseaux. Donc quand une commune vous oblige de mettre une bâche tampon, vous ne pouvez pas la remplacer par des réservoirs d'eau de pluie.
de récupération d'eau de pluie. Et moi, j'ai vu sur le secteur des lotissements qui avaient l'obligation de mettre des bâches tampons. Puis les gens, ils ont dit, du moment qu'on nous oblige à récupérer l'eau de pluie, ben, autant faire une station de récupération d'eau de pluie. Sauf qu'ils ne sont pas dans les clous, ils ne sont pas dans la réglementation. Donc, il faut bien lire ce qu'il y a dans le lotissement, le règlement du lotissement. Et puis s'adapter. On peut mettre une bâche tampon et un réservoir derrière, pourquoi pas. Mais l'un ne remplace pas l'autre. Donc, quand on veut faire une récupération d'eau de pluie, c'est d'abord se poser la question, qu'est-ce que l'on veut en faire? Encore une fois, comme je vous dis, si c'est pour arroser le jardin, si c'est un petit jardin, on met juste une citerne accolée au chéneau et ça suffira. Si on va aller plus loin, si on a un gros jardin, si on a des besoins spécifiques de lavage, si on veut l'utiliser pour les WC, on peut. Pour les machines à laver, donc le linge, on peut, à condition de mettre un UV. Enfin, il est vraiment conseillé de mettre un UV, mais pour le lave-vaisselle, on n'a pas le droit. Et puis pour tout le reste dans la maison, c'est interdit. Sauf l'arrosage, hein, donc un robinet d'arrosage, on peut, à condition que ce soit un robinet à clé, donc qui ne soit pas accessible aux enfants. Hein, donc il faut que le robinet ne soit pas ouvrable sans cette clé. Il faut que la tuyauterie soit marquée d'un scotch vert, noir, vert, pour que les pompiers, quand ils arrivent, ils sachent la différence entre le réseau d'eau de pluie et le réseau de l'installation courante. Ça, vous pouvez chercher en France. On le voit jamais, jamais, jamais. Quand on met un robinet d'arrosage à l'extérieur, on est obligé de mettre une pancarte eau non potable. Donc, il faut vraiment l'indiquer. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire bien attention quand on fait une récupération d'eau de pluie à la réglementation et à la réflexion de ce que l'on veut en faire. Donc, pour calculer le volume d'une citerne, il ne faut pas dire, tiens, il y a une promo d'une citerne à 10 000 litres, je vais prendre une de 10 000 litres. En fait, il faut regarder les besoins et puis il faut regarder ce que votre toiture est capable de vous restituer. Parce que si vous avez une grosse citerne que votre toiture n'est pas en capacité de remplir, ça ne sert à rien. Et si vous avez une citerne trop importante par rapport à votre consommation, vous allez vous retrouver avec des eaux stagnantes aussi. Donc elle va perdre aussi de sa nature. Donc c'est vraiment trouver le juste équilibre de ces deux éléments. Donc il y a des cartographies en France qui nous indiquent la pluviométrie. Alors, ces temps-ci, je pense qu'elles ont tendance à être un petit peu fausses parce que le climat se dérègle un petit peu et puis ce qu'on avait comme précipitation il y a quelques années, c'est plus tout à fait l'équivalent aujourd'hui puisqu'on a de plus en plus des fortes pluies qui arrivent. Donc là, il faudrait presque tout revoir, mais ça donne quand même une notion pour trouver un équilibre. Après, il faut prendre donc la surface du toit. Donc, quand on prend la surface du toit, il ne faut pas mesurer la longueur et puis la largeur du toit, il faut mesurer la longueur et la largeur de la maison au sol. Parce que si vous avez un toit qui est extrêmement pentu, eh bien, la surface en réalité qui capte, c'est la surface à plat. Donc il faut bien mesurer la largeur et la longueur de la maison au sol, pas la surface du toit. Il faut regarder aussi les matériaux utilisés pour la toiture, parce qu'il y a des matériaux qui vont absorber beaucoup d'eau avant qu'ils la laissent ruisseler, et après ils vont la restituer par évaporation. Donc si on a une tuile ciment, une tuile terre cuite, ou si on a du bac acier, ça ne sera pas du tout le même volume d'eau récupéré. Donc ça, c'est toutes des choses qu'il faut prendre en compte. On ne va pas faire le détail ce soir, parce que je ne vais pas faire, encore une fois, une formation sur l'eau de pluie, c'est juste donner quelques notions. Autrement, il me faudrait des heures et des heures. Hein. C'est 2 jours, hein, la formation de pluie. Donc, voilà. Et puis après, donc, il faut regarder donc, oui, l'utilisation qu'on va en faire. Donc, si on veut juste arroser, si on veut mettre les WC dessus, si on veut mettre les machines à laver dessus. Il faut prendre en compte donc, la filtration. Donc, il y a des choses qui sont obligatoires du moment qu'on récupère l'eau pour l'injecter dans un réseau. Donc la première des choses,
c'est qu'en aucun cas, et ça c'est ce qu'il faut retenir impérativement, c'est qu'en aucun cas, l'eau du réseau doit être en contact avec l'eau de pluie. Donc on doit bien avoir deux réseaux complètement séparés. Donc quand on arrive chez des gens et qu'on voit des vannes, ou des vannes avec clapet, ou même des disconnecteurs, ça c'est interdit. Complètement interdit. Et c'est souvent que sur le terrain, on trouve un surpresseur traditionnel avec une membrane dessous, ils pompent dans la citerne, et puis quand il n'y a plus d'eau dans la citerne, ils ouvrent la vanne du réseau, et puis ils repassent sur le réseau. Ça, c'est strictement interdit. Et ça, c'est ce que je disais avant qu'on démarre la réunion, aux 2-3 personnes qui étaient là un peu avant, ça, c'est du pénal. Donc, une personne qui récupère de l'eau de pluie, il est obligé de restituer une eau contrôlée. Donc, c'est-à-dire que des gens qui sont raccordés au réseau de ville, ils n'ont pas intérêt à récupérer l'eau de pluie pour l'injecter dans le réseau, puisque ça les oblige à se confronter à une réglementation qui est très stricte. Donc, quand on fait une installation sur 2 maisons qui sont isolées, là, on peut aller jusqu'à l'eau de boisson, mais il faut passer par la DAS, il faut déclarer son installation, il faut faire des analyses assez régulières pour garantir que cette eau n'est pas dangereuse. L'eau que vous offrez aux gens qui viennent chez vous, c'est vous qui en êtes responsable. Donc ça, il faut le savoir. Et l'installateur qui fait l'installation, c'est lui qui est responsable de votre installation. Donc quelqu'un qui fait une installation non conforme dans une maison qui est alimentée par le réseau, le professionnel, il se confronte à une situation pénale. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même pas trop s'amuser avec ça, pour économiser pas beaucoup d'eau. Quand on regarde le coût d'une installation complète d'eau de pluie, et l'amortissement qu'on peut faire, c'est extrêmement difficile d'amortir une installation sérieuse. Donc c'est pour ça qu'il faut plutôt partir sur des petites installations, arrosage de jardin, WC à la limite, mais s'arrêter là. Parce que là, justement, on n'est pas confronté à une installation trop dure à réaliser. Et puis, effectivement, on pourra faire une économie. Pardon. Donc, les choses importantes, c'est la préfiltration avant la citerne. Donc, généralement, on va mettre une crépine au niveau des gouttières sur le toit pour récupérer, pour stopper tout ce qui est feuilles, etc. Suivant l'accessibilité du toit, c'est pas forcément évident d'aller nettoyer les gouttières. Donc, à ce moment-là, on va mettre plutôt une filtration sur le tuyau de descente pour qu'il soit plutôt accessible. Et puis après, on a des dégrilleurs que l'on met sur le tuyau qui est dans le sol. Donc, on a la possibilité de ces trois modes de pré-filtration. Mais dans tous les cas, on doit mettre une filtration sérieuse avant la citerne. Donc, ce n'est pas parce qu'on va mettre une crépine dans la gouttière qu'il faudra se passer d'un dégrilleur avant la citerne. Les citernes, il faudra plutôt choisir des citernes de qualité alimentaire. Donc, si ce n'est que pour de l'arrosage, ce n'est pas grave, du moment qu'on l'utilise pour les WC ou pour les machines à laver, à ce moment-là, il faut que ça soit qualité alimentaire. Elles doivent être équipées d'un accès, d'un trou d'homme suffisant pour pouvoir faire un entretien. Alors là, je crois que c'est toutes les années. Donc, il faut en tout cas regarder s'il n'y a pas trop de turbidité dedans, hein, s'il n'y a pas trop de sédiments. Et il est conseillé de faire même une désinfection de temps en temps. Elle doit être équipée d'un tuyau qui empêche les remous. Donc, ça veut dire qu'à l'arrivée de la citerne, il y a un tuyau qui tombe en bas de la citerne avec un récepteur qui empêche le remous pour faire remonter, justement, pour empêcher que tous les sédiments qui sont au fond remontent. Elle doit être équipée d'un flotteur avec une crépine. Donc, ça veut dire que le puisage va flotter environ 20 cm en dessous de la ligne, en dessous de la surface. Donc, c'est un flotteur. Il y a une petite chaîne et la crépine est en dessous. Et il y a un clapet en tire-tout. Donc, comme ça, on ne va pas puiser ni ce qui est flotte,
c'est-à-dire les huiles, le gras, etc. Parce que dans certaines régions, on récupère même du kérosène, il faut le savoir. Hein. Parce que quand on parle de pluie, la récupération d'eau de pluie, c'est récupération de la pollution qu'il y a dans le ciel. Donc je ne sais pas où vous en êtes au niveau de la conscience de ce que l'on peut trouver dans nos nuages, mais ces temps-ci, ils y vont quand même très fort. Donc il faut aussi prendre ça en compte au niveau de la filtration si on va aller plus loin derrière, même pour l'arrosage des jardins. En tout cas sous serre, hein, puisque si vous avez un jardin à ciel ouvert, malheureusement, il prend tout ce qu'il y a dans l'atmosphère aussi. Vous n'avez qu'à regarder le ciel avant un orage, après un orage, vous allez voir que l'orage nettoie le ciel, donc tout ça, ben, vous le récupérez en réalité. Tout ce qu'il n'y a plus dans le ciel, vous l'avez soit dans vos jardins, soit dans vos citernes. Donc, la citerne doit être aussi équipée d'un siphon au niveau du trop-plein. Et ce siphon doit être équipé d'une grille anti-rongeurs. On doit empêcher les rongeurs de revenir à rebours. Et puis, on a un siphon aussi qui doit être en sortie. Après, donc, cette eau, une fois qu'elle est dans la citerne, eh bien, il y a un trop-plein. Donc, ce trop-plein, on ne peut pas le déverser n'importe où. Hein, on n'a pas le droit de le laisser partir chez les voisins. Il faut absolument le raccorder au réseau de pluie. Encore une fois, quand on est dans un lotissement où on était déjà raccordé à l'eau de pluie, quand les réseaux sont séparés. Quand on est dans une maison isolée, et bien après, il faut regarder ce que l'on nous impose par rapport au cadastre, par rapport au... On n'a pas le droit de mettre à défaut les voisins par rapport au rejet de nos eaux de pluie. C'est assez logique. Donc, il nous faudra une pompe pour aspirer donc l'eau qui est dans la citerne. Et là, c'est pareil, c'est une pompe spéciale, puisque c'est à ce niveau-là que l'on va faire, qu'on va ramener la possibilité de compléter quand on a un manque d'eau. Donc, pour éviter justement ces vannes, clapets, disconnecteurs, etc., il faut qu'on installe une pompe avec un petit réservoir intégré et une surverse. Donc, la surverse fait que l'eau du réseau n'aura jamais contact avec l'eau de pluie. Donc, c'est des pompes qui sont de type AA. C'est des pompes spécifiques pour l'eau de pluie. Donc ça, c'est pareil, on commence à en voir un peu parce que la réglementation commence à être un petit peu plus connue qu'avant, mais c'est extrêmement rare. Donc en fait, il y a une bascule qui fait que quand il n'y a plus d'eau du tout de la citerne, eh ben c'est un petit robinet flotteur qui s'ouvre et puis qui laisse tomber l'eau dans le réservoir. Donc, pour faire du provisoire, ça suffit. Donc après, donc que peut-on alimenter? Comme je vous ai dit, les jardins, donc un robinet extérieur, un robinet de lavage dans le sous-sol, un ou plusieurs, à condition qu'il soit équipé, comme je vous ai dit, d'un système de sécurité qui fait qu'on ne peut pas ouvrir le robinet, de mettre une pancarte et une pancarte non potable et de le marquer d'un scotch. On peut alimenter les WC. Alors les WC, on peut alimenter des deux côtés hein, aussi quand on veut alimenter que le WC puis qu'on se moque que l'on manque d'eau pour le jardin, et bon, on met un double flotteur, hein, on met un flotteur à droite, un flotteur à gauche, puis ça marche parce qu'il n'y a pas de contact du tout, c'est de la surverse, et puis il n'y a pas de contact entre l'un et l'autre. L'eau du réseau ne peut pas partir dans l'eau de pluie. Donc il y a des petites techniques que l'on peut bricoler, c'est à éviter puisque on a tout ce qu'il faut pour le faire plus professionnellement à l'entrée. Moi, ça m'est arrivé de mettre une vanne électrique avec une sonde sèche et une sonde humide. Et puis quand la citerne était à un certain niveau, on remettait carrément 150 litres dans la citerne. Puis comme ça évitait d'avoir une manipulation à l'intérieur ou une tuyauterie à l'intérieur. Ça, c'est aussi envisageable. Donc on a le droit de faire ce que l'on veut, mais ce qui est imposé, c'est cette coupure entre les deux réseaux. Donc il faut qu'on ait un système de surverse. Lorsque l'on a des maisons isolées, donc on peut faire pas ce que l'on veut, mais on peut aller jusqu'à l'eau de pluie. Donc là, il est préférable de faire une analyse pour savoir un petit peu ce que l'on trouve dans l'eau.
À savoir que faire une analyse d'eau de pluie, vous faites une analyse aujourd'hui, vous faites une analyse demain, suivant le vent, puis suivant ce qu'il y a dans le ciel, elle sera différente d'un jour à l'autre. Mais c'est pour ça, il faut regarder aussi l'environnement de votre maison pour savoir s'il y a beaucoup de feuillus, s'il y a beaucoup d'oiseaux, etc. Parce qu'on on va pas avoir les mêmes pollutions. Et puis, il faut faire une demande à la DAS. Donc, la DAS va vous autoriser, mais là, à ce moment-là, on va rentrer dans une filtration qui sera beaucoup plus pointue. On sera obligé de passer soit par du chlore, soit par des UV, pousser jusqu'à l'osmose. Voilà. Donc là, il y a une vraie filtration à apporter complémentaire. Quand on est dans une maison individuelle, comme je vous ai dit, vu que de toute façon, on n'a pas le droit de l'utiliser pour la boire, on a juste besoin d'un UV pour la machine à laver. Donc les dangers de l'eau de pluie, c'est comme je vous ai dit, c'est surtout au niveau bactéries, virus, microbes, donc tant par rapport à ce que l'on va récolter sur le toit, mais ce qui va aussi se développer dans la citerne. Les deux points où on aura un risque d'intoxication au niveau de l'eau, c'est ce que l'on va récolter sur le toit, et puis tout ce qui peut se développer comme virus dans une citerne où on a une eau stagnante. Donc dynamiser une citerne, c'est une des solutions aussi pour éviter ces eaux stagnantes. Moi, j'ai fait des devis avec un bouclage sur la citerne qu'on fait passer dans un dynamiseur, et puis vous vous retrouvez avec une eau de source dans la citerne. Mais ça, on est complètement hors réglementation, et puis on n'en parle même pas dans le domaine de l'eau de pluie. Il faut savoir qu'on peut le faire. Et si vous arrosez vos jardins avec une citerne qui a été dynamisée, c'est pareil, c'est que du profit, quoi. On peut utiliser l'eau de pluie pour la baignade, parce que la baignade, si vous avez une piscine, on n'a pas la même réglementation sanitaire que quand c'est une eau de boisson. Donc, ce n'est pas parce que la réglementation est plus légère qu'il ne faut pas faire attention. Parce que dans les eaux de baignade, on peut quand même véritablement avoir un bouillon de culture. Donc, par la dynamie aussi, on peut fortement limiter ces risques-là. Là, j'ai fait les grandes lignes de la récupération d'eau de pluie pour le privé quand on est raccordé sur le réseau. Si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas. Moi, j'ai une question, Oui, Eric. oui, J'ai construit un impluvium dans mon jardin qui est totalement déconnecté du réseau d'eau, etc. Est-ce que je dois faire attention à quelque chose de particulier? Parce que je récupère juste cette eau de pluie pour les besoins du jardin. Et donc, c'est une cuve que j'ai constituée en béton avec un système de récupération avec des plaques, je ne sais plus de quelle matière c'est, et puis c'est juste une cuve, basta, quoi, hein. non, encore une fois, quand c'est juste de l'arrosage au niveau du jardin, il faut simplement éviter que le tuyau traîne puis que quelqu'un puisse aller boire au bout, tout simplement. Oui, 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 bon, il y Mais a à 100 part ça, on n'est pas. mètres de la maison en pleine nature. Ouais. Donc, à part ça, si tu traites tout ce qui est sédimentaire depuis ton tas, tu fais une petite préfiltration. Et puis après, tu peux aller à la dynamie. Tu peux dynamiser ta citerne. Oui. Tu la dynamiserais avec quoi? Alors, tout dépend le volume de ton eau. Tout Il y a à dépend, peu près 3 mètres cubes. 3 mètres cubes, on va pas partir dans des appareils de dynamisation trop complexes puisque tu ne l'amortiras jamais. Mais à ce moment-là, tu mets un simple vortex à la sortie de ta citerne avant de rentrer dans ton tuyau, puis tu apporteras déjà une dynamique. D'accord. OK. Après, on peut faire de la lithothérapie aussi dans la citerne, on peut la travailler avec plein de choses différentes. Mhm. Mais pour l'arrosage, un simple vortex, ça sera très suffisant. Surtout qu'une eau de pluie n'a pas énormément perdu en dynamique. Et quand tu récupères une eau de pluie d'orage, ça vient aussi dynamiser l'ensemble de ta citerne. Tout à fait. Donc les eaux de pluie, c'est pas des eaux mortes, mais elles perdent quand même un peu. Donc, mais en y mettant un simple vortex, on peut D'accord. retrouver de la dynamique naturelle.
Oui, donc c'était par rapport si déjà tu mets du charbon végétal à l'intérieur de ta cuve, est-ce que ça suffit déjà pour dégager un maximum de bactéries, etc. Et comme tu dis, après, tu dis oui, on faudrait mettre un vortex, mais est-ce qu'on a des appareils qui permettent de créer un vortex dans des citernes d'eau, ou alors est-ce que le fait de mettre en sortie justement un filtre, par exemple un filtre pur et derrière un filtre Life, ça suffit à régler, Alors, régler le comme je t'ai dit, problème. ça dépend de ce que l'on veut faire. Moi, j'ai fait un devis pour un élevage qui Oui, va carrément construire une piscine à l'air oui. libre pour Hum, récupérer son eau de pluie. Et puis là, on a mis une pompe hum, avec un no-life. hum, Et puis, on fait un bouclage dans sa piscine. hum. Donc là, on dynamise le bassin. Mais son no-life, D'accord. il va être très largement amorti puisqu'on va monter donc la dynamie de l'eau de boisson des vaches. Et Oui. puis, par contre, ça n'empêche pas l'UV, ça n'empêche pas. Donc, selon la réglementation, là c'est différent parce qu'encore une fois, on va travailler avec la DAS. Et puis, eux, vous nous obligez des choses. Donc, dans certains cas, ils nous obligent de l'UV, dans certains cas, ils nous obligent du chlore. Donc, quand on nous oblige du chlore, on sait ce que ça fait au bétail, on a Ah cette bah, expérience, on a fait des reculs. Donc là, il faut retraiter derrière avec du charbon actif juste avant qu'elles le boivent. Donc, ouais. ça, c'est des installations qui sont, encore une fois, particulières. Euh, On ne comprend pas d'ailleurs, le chlore, c'est un peu comme les injections ARN aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'on tue tout, on détruit tout, et on détruit celui qui boit l'eau, quoi. En fait, c'est une alors, encore, aberration totale, c'est un poison violent, ouais, encore une c'est fois, une hérésie, moi, quoi. là, ce soir, je parle de la réglementation. Oui, bien sûr, oui, je connais, ouais. C'est très bien qu'il faut, voilà, on est Oui, oui, professionnellement obligé de respecter ouais. la réglementation. Malheureusement, sur le terrain, on se rend bien compte que c'est pas en respectant la réglementation que l'on Ah, est le plus performant. Euh, quand on a quand on a de la récupération de pluie et puis que l'on travaille avec un UV et puis une dynamie, on a une eau de bien meilleure qualité que si elle a été traitée avec du chlore et il y a zéro risque. On le bien sait. sûr. Mais par contre, ça aujourd'hui, c'est pas encore officiel. Donc en tant Hmm. que professionnel, on n'a pas le droit de le faire. Voilà. Surtout, ce qui est très dérangeant, c'est qu'en fait, la réglementation ne permet pas de pouvoir utiliser les outils qu'on a à notre disposition, puisqu'il y en a quand même un certain nombre pour traiter l'eau et pour la rendre potable, adaptée ou utilisable même pour les bains, puisque je l'ai vécu dans une cure il y a des années en arrière, qui était donc une cure thermale, donc où l'eau était, comment dirais-je, captée en souterrain, donc elle était à un niveau de qualité extrêmement élevé, et puis c'était une eau argileuse, etc. En plus, dans certains bains, ils rajoutaient donc des argiles, etc. Donc forcément, l'argile prenait ce qu'il y avait à prendre complètement, quoi. Et en fait, ils rajoutaient du chlore. Et un jour, j'ai même dû sortir quand je suis sorti de la piscine, en fait, d'abord, j'ai senti le chlore, et donc je suis sorti assez rapidement. Et je me suis retrouvé, ça me piquait, tout le corps me piquait, quoi. C'était quelque chose d'absolument. Et à aucun moment, j'avais pensé que, effectivement, même dans un établissement thermal où tu pompes de l'eau qui est une eau thermale, une eau naturelle, qui a des propriétés, des caractéristiques, et c'est justement là-dessus qu'ils communiquent. Donc, c'est ça qui est le comble. Et ben derrière, ils vont rajouter du chlore et en plus en grosse quantité, quoi. Et donc forcément, toi, bah, tu prends ça, je te raconte pas le carnage, quoi. Donc, pour dézinguer le microbiote, il n'y a pas mieux, quoi. Ah oui, C'est mais fabuleux. ils sont assujettis à une Voilà. Mais réglementation. c'est ce que m'a dit le gars quand je lui ai expliqué que En bah, nous, on professionnel, ils avait ne peuvent des pas faire outils. Et, autrement. et En le jeune, il m'a dit, mais professionnel, je connais. Il me dit, je connais bien ce dont vous me parlez. Mais il dit, malheureusement, on a une réglementation qui nous oblige. Alors, exactement. il dit, voilà, quoi. Il dit, c'est du grand n'importe quoi, mais effectivement. Mais bon, voilà. Alors qu'il y aurait d'autres solutions pour, on va dire, avoir une eau totalement impeccable, quoi. Je veux dire, que ce soit la ionisation, que ce soit, enfin, il y a tous les produits, ou que ce soit justement la pompe avec le vortex, avec tout ça, avec la filtration.
Donc, c'est ça qui est complètement délirant. C'est-à-dire qu'il y a absolument, on laisse aucune ouverture à des solutions qui sont des solutions saines, qui sont des solutions très nettement supérieures en plus en termes de résultats, parce que si derrière, ils faisaient les efforts de faire les tests et les études derrière sur l'eau, bah, on verrait qu'effectivement, le résultat, il est bien supérieur et surtout, il n'est pas délétère, alors qu'aujourd'hui, il est totalement délétère. Donc, c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que bactériologiquement, toutes les bactéries vont être détruites, mais par contre, celui qui boit l'eau, bah, lui, il va être détruit aussi. Mais ça, on s'en fout, en fait. C'est-à-dire que c'est une analyse pour voir ce qu'il y a dans l'eau, s'il y a des bactéries, mais on ne se pose pas la question que le produit qu'on a mis, lui, c'est pire qu'une bactérie. Ça va très, très loin, quoi. C'est la réglementation. Hum. C'est pour ça, moi, je te dis ce soir, là, quand j'ai parlé de notre puits, c'est bien ce que je dis. J'ai dit il y a le domaine de la réglementation qui est imposé aux professionnels et aux gens qui utilisent le puits, soit en privé, soit en public. Alors, quand c'est en public, ils ont une réglementation qui est encore beaucoup plus stricte que le privé. Mais encore une fois, moi, je peux te lire hein, la réglementation. Là, je l'ai sous les yeux. C'est impressionnant. C'est du tribunal, quoi. C'est la réglementation sanitaire. J'en ai 5-6 pages de réglementation. Ah, tu peux vraiment pas faire ce que tu veux. Alors, on sait aujourd'hui que c'est pas ce qu'il faut faire. Comme l'eau qui est vendue au robinet. On sait que les façons de puiser, de distribuer, de filtrer, c'est archaïque, c'est complètement dépassé, c'est même quelque part dangereux à long terme pour des organismes qui sont plus ou moins faibles. Absolument. Il y a une réglementation. Donc aujourd'hui, faut essayer de la faire changer. Le milieu professionnel, des professionnels se réunissent et puis qu'il y ait un travail de fait dessus, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc voilà. Petite question, on parlait de l'eau pour le bétail. Oui, le chlore, c'est clairement pas bon pour leur santé, mais vous avez des documents pour me le montrer. Enfin, je l'entends, mais est-ce que vous avez... Alors, on est en train d'empiler des analyses, oui, pour voir comme ça fonctionne avec ou comme ça fonctionne sans. Mais pour le moment, c'est encore un peu tôt pour les sortir du sac. Ok. Mais il y a une très nette différence entre une eau qui a été maîtrisée par des ultraviolets ou du chlore. Après, quand on a une réglementation qui impose le chlore, les agriculteurs qui touchent des subventions, ils sont obligés de mettre cet appareil-là, sinon ils n'ont pas la subvention. Donc, bien souvent, ils mettent des pompes de au chlore, et puis derrière, ils mettent du charbon actif pour retirer le chlore. Donc, on fait un traitement choc à un barrage, ce qui est très bien, et puis après, donc on a respecté la réglementation, puis après, ils retraitent pour rendre cette eau biocompatible, parce qu'il ne faut même plus parler d'eau potable, parce que la potabilité de l'eau, aujourd'hui, on sait qu'elle correspond à des normes qui ne sont que grandissantes. Puis ça, on peut le dire haut et fort, puisqu'aujourd'hui, il y a juste à aller regarder tout ce qui est déjà passé à la télé au niveau d'investigation pour savoir qu'on est au courant de la qualité de l'eau au robinet, quoi. C'est plus un secret de polichinelle. Mais tout est à faire. Il faut vraiment faire évoluer les consciences. Il faut arriver justement à avoir des expériences de terrain qui prouvent que l'on peut mieux faire et puis faire des analyses et puis le prouver. Mais ça, on aura pour quelques années. Aujourd'hui, sur le terrain, encore une fois, moi, je rencontre 90 à 95% d'installations qui ne sont pas aux normes. Le problème, c'est que non seulement elles ne sont pas aux normes, mais elles sont dangereuses. Donc, être pas aux normes pour essayer de trouver une performance, on peut le concevoir. Hein, c'est comme quand je roule à 110 sur une ligne droite, où j'ai une parfaite visibilité, c'est interdit. Mais on a conscience de ce que l'on fait, puis on sait que c'est pas dangereux. Donc ça, aujourd'hui, on peut pas, quoi. Donc il faut vraiment être très, très, très prudent avec les outils. Guy? Oui, la place de la phytoépuration dans ce dispositif, tu vois ça comment? C'est-à-dire, je récupère de l'eau de pluie
Oui. Je la fais filtrer par phytoépuration. Mm. Quand même obligé, avant de la mettre en citerne ou autre, de respecter toute cette réglementation. Alors, la phyto, elle ne rentre pas du tout dans la réglementation. Hein. Par contre, c'est un système de filtration que c'est génial. Hein. C'est vraiment très performant. Après, c'est pas donné à tout le monde. Il y a un entretien, il y a un coût, il y a des surfaces. Donc ça, c'est pareil. C'est comme je te disais au début, qu'est-ce que l'on veut faire avec l'eau de pluie? Il y a vraiment une analyse, se poser les bonnes questions. Quand on parle de récupération de pluie, à la base, c'est pour faire des économies ou avoir un geste écolo. C'est ces deux regards-là qui fait qu'on va se diriger vers une autre pluie. Après, il y a une histoire de rentabilité, une histoire de vouloir agir, quoi. Donc la phyto, bien sûr, c'est le top. De toute façon, la nature nous a tout appris. Et puis, si on veut que tout fonctionne bien, il faut revenir à ce que la nature fait. Sur l'eau de pluie, vous avez d'autres questions? Je dirais juste qu'il y a certains qui ont comme motivation l'autonomie et la résilience, hein. Pas juste l'économie. Non, non, mais complètement. Ouais. Alors ça c'est des gens qui sont complètement hors la loi. Ouais. Voilà. Enfin, donc ces gens-là, bah si. Si. Si on est en site isolé, on n'a pas de problème. Si on est en site isolé, puis mais aujourd'hui, les gens cherchent ça même dans les lotissements. Ouais. Donc, du moment que tu cherches ça dans un lotissement, tu deviens systématiquement hors la loi. Donc, être hors la loi dans un pays qui il faut creuser, il faut que tu nous en dises plus parce que je te dis, j'ai entendu des choses opposées. Non, parce que je te dis, si tu veux récupérer ton eau de pluie pour aller jusqu'à l'eau de boisson, c'est strictement interdit. Voilà, ça, c'est pas compliqué. C'est l'article du Code de la santé publique. Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit, et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la consommation. Donc ça veut dire que si tu veux être en autonomie, tu dois faire des analyses tous les jours. Voilà. Okay. L'utilisation d'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toute denrée et marchandise destinée à l'alimentation humaine est interdite. Donc ça veut dire que tu ne peux même pas utiliser cette eau-là pour laver une salade et puis offrir la salade à tes invités. D'accord? Donc ça, c'est pas moi qui l'invente. Donc Et puis il y en a d'autres, hein. Donc je ne vais pas tout lire dans le détail, mais quelques articles du Code de la santé publique. Surveiller la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette production, se soumettre au contrôle sanitaire. Donc ça veut dire que si tu veux être en autonomie, tu as la base qui vient de dire bonjour, autant de fois qu'il faudra pour que tu arrêtes de l'utiliser. Informer les consommateurs en cas de risque sanitaire, n'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau qui ne sont pas susceptibles d'altérer la qualité de l'eau distribuée. Alors toi, tu n'as pas le droit de le faire, mais ils le font parce que le chlore, ils ne veulent pas l'admettre, mais ça altère quand même la qualité de l'eau. Respecter les règles de conditions et d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution. Donc, un autre article, une eau rendue potable par traitement conditionné, autre qu'une eau minérale naturelle ou qu'une eau de source, doit satisfaire les exigences de qualité portant sur les paramètres microbiologiques et physico-chimiques définis par arrêté des ministères chargés de la consommation et de la santé. Donc, c'est véritablement des articles qui sont écrits, quoi. Un propriétaire n'a pas le droit d'aggraver l'écoulement naturel des eaux pluviales à destination des fonds inférieurs. Donc, c'est ce que je disais au début. Hein, mais tout ça, c'est référé à des articles de loi. Est-ce que pour les eaux pour les puits, est-ce que c'est la même chose? C'est exactement pareil. On parle d'eau de pluie, mais en fait, c'est les eaux de récupération. Parce que moi, je connais plein de gens qui ont des puits chez eux et qui tirent l'eau, qui ont fait une analyse et qui tirent l'eau, qui la traitent un minimum, enfin, qui la filtrent un minimum et qui la traitent. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. L'eau est excellente et voilà, puis il n'y a pas de problème parce qu'ils font des analyses de temps en temps, quoi, point barre.
Mais de Mais temps en temps. sans rien dire à personne, évidemment, parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Encore une fois, moi, je te parle de réglementation. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, à partir de là, ils doivent être conscients de ce qu'ils font. Oui, tout à fait. Ouais. Le résumé de tout ça, c'est en résumé, que doit-on faire? C'est raccorder les usages alimentaires et d'hygiène de l'habitation avec de l'eau reconnue potable, séparer physiquement les réseaux, alors, réellement physiquement, c'est comme j'ai dit, identifier clairement les canalisations et postes d'eau non potables, par ce scotch, j'ai dit, puis des pancartes qui avertissent que c'est une eau non potable. Pour les projets plus complexes, que ce soit tertiaires ou alors des maisons isolées, c'est l'avis de la DAS. Installer le matériel dans le respect des règles techniques et de sécurité et prévoir son entretien régulier. Ça, c'est les obligations. Oui, c'est les obligations pour les professionnels. Ah non, pour les particuliers. Oui, enfin, pour les particuliers aussi, bien sûr. Du moment que tu peux proposer de l'eau au public, donc le public, c'est même ta famille, tu es tenu de respecter ça. Donc c'est important de le dire, encore une fois, parce que moi je vois que sur le terrain, 90-95% des cas, c'est fait faux. J'ai même vu visiter des fermes qui sont AOC, avec des eaux, des installations qui sont dangereuses. Moi j'ai vu des gouttières avec des regards qui sont dans des écuries, ouvertes. Donc là, c'est quand même un petit peu de l'inconscience, quoi. Oui, si tu fais rien derrière, effectivement, c'est grave. Oui. On a quand même la conscience collective de, je veux dire, des maladies qui ont causé des ravages à travers les siècles. Hein. Je pense que la base, pour se prémunir de tout ça, elle est là, quoi. Complètement. Alors, il y a deux choses dans la réglementation, dans ce qui est mis en place par rapport à cette réglementation, c'est justement les maladies qu'on a connues avant, et puis aussi qui paye quoi. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui récupère de l'eau de pluie, alors c'est pas partout, mais dans certaines communes, tu payes la taxe du traitement des eaux usées par rapport à ta consommation au compteur. Donc celui qui va récupérer de l'eau de pluie puis qui va injecter son eau de pluie dans le réseau, il va utiliser le système des eaux usées sans payer la taxe en conséquence. Donc ça, c'est pas normal non plus. Alors, je ne dis pas que c'est pas bien de le faire, mais je dis qu'aujourd'hui, il faut que justement les politiques organisent différemment les taxes aussi. Tout est à revoir complètement.